Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. On va se le dire, il y a une nouvelle mode chez les jeunes, et les moins jeunes aussi, mais beaucoup chez les jeunes, donc de gérer nous-mêmes nos placements. Il y a des applications maintenant, c'est super facile. On a l'impression d'avoir un contrôle, de payer moins de frais aussi. Mais moi, je trouve que ça vient avec une part de risque. Alors, on va accueillir Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine, pour sa dernière chronique, parce qu'on n'aura plus besoin de toi. On n'a plus besoin de planificateur financier. Déjà l'heure de la retraite. Non, sans blague, on va discuter de ça. Puis moi, je me suis ouvert un compte. J'avais quelqu'un qui s'occupait de mes placements, mais j'avais comme envie d'en garder une partie parce que je m'intéressais au monde de la finance puis tout ça. Mais je t'avouerai qu'au départ, j'ai fait beaucoup plus de mauvais coups que de bons coups, parce que là, t'entends parler d'un titre dans les médias, un ami qui dit « Hey, ça, tu devrais acheter ça, ça, je te dis, ça va jumper, mon homme, passe pas à côté de ça. » Finalement, des fois, ça prend une débarque plutôt que de jumper. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de gérer soi-même ses fonds de placement, ses actions, bref, ses finances? Ben, tu sais, déjà là, poser la question à un planificateur financier, mon opinion va peut-être être biaisée, mais je vais essayer de la prendre vraiment de façon indépendante. Là. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont gérer eux-mêmes les finances, tu l'as dit. Puis si on regarde l'évolution, l'évolution a quand même été importante dans les dernières années. On dirait que l'effet de la COVID a en fait un jump aussi. Là. Selon divers sondages, on parle de 25 à 30% des gens qui gèrent eux-mêmes leurs finances. Puis là, on va faire attention à cette statistique-là. Probablement que tu comptes dans la statistique parce que tu gères une portion, mais le gros de tes investissements, il est peut-être encore géré par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça amène son lot d'erreurs. Tu l'as dit, tu as fait certaines erreurs, tu as acheté les gens, souvent, ils vont aller vers les stocks qui sont populaires. Ils vont aller vers Amazon, c'est populaire, ou justement, ça, je pense que ça va être bon là-dedans. Fait que ça peut amener des bons coups comme ça peut amener vraiment des mauvais coups. Puis c'est drôle parce que ça augmente la volatilité dans le portefeuille. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sécuritaires dans leur profil d'investisseur, mais lorsqu'ils commencent à le gérer eux-mêmes, le niveau de risque augmente par le fait même. Puis souvent, ces applications-là, on va les nommer Wealthsimple, Questrade, c'est les deux plus gros au Canada. Il y a Disnat, la plateforme de Desjardins aussi, qui est populaire au Québec. Il n'y a pas nécessairement tout le temps un profil d'investisseur qui est fait là-dedans. Les gens décident c'est quoi leur profil d'investisseur, mais souvent, ça va au-delà du risque qu'ils sont capables de prendre. OK. Le fait qu'il n'y ait pas de frais, parce qu'on le sait, là, quand on fait affaire avec un planificateur, puis c'est normal, on veut ses conseils. Donc, lui, il faut qu'il se prenne une cote là-dessus. C'est ça qui incite beaucoup les gens à aller vers la gestion par eux autres mêmes. Totalement. En fait, c'est tout ce qu'on fait par nous-mêmes, ça coûte moins cher. T'sais, si tu fais faire ta galerie, va coûter moins cher que si tu embauches des personnes. Fait que ce mouvement-là existe dans plein d'autres facettes de notre société. Vie. Mais les finances personnelles en font parce que les gens disent qu'ils sont capables de le gérer eux-mêmes. Puis c'est vrai, là, l'éducation financière, elle n'est pas meilleure, mais l'accès à l'information, elle est meilleure qu'elle a été. On a parlé par contre dans le passé, il faut faire attention à l'information qu'on va chercher. Parfois, elle est fausse. Mais la première raison, souvent, les gens, c'est qu'ils se disent, moi, j'en ai pas nécessairement pour mon argent avec les frais que je paye. Fait que je vais gérer mes placements moi-même. Puis on s'entend que quand on gère nous-mêmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner probablement vers des fonds négociés en bourse. Un fonds négocié en bourse, c'est un indice de référence, moins un petit frais. Souvent, le frais est entre 0,2 0,3 %. Fait que on est loin d'un fonds commun de placement qui est en moyenne à 2,2 2,3 %, tout dépendant de l'actif sous gestion que vous avez avec votre conseiller. Fait que 0,2 à 2 %, là, il y a une différence majeure entre les deux. Puis les gens, ce 2 %-là sur 30 ans, ça peut faire une grande différence. Oui. Mais d'un autre côté, quand on prend le fonds, donc c'est un paquet de compagnies, là, parce que prenons l'exemple d'un fonds équilibré. Là. On a tous déjà entendu ça, le fonds croissance équilibré. Mais effectivement, je suis capable de l'acheter tout seul. Alors pourquoi je paierais quelqu'un pour le faire? Par contre, est-ce que mon fonds équilibré me rapporte autant que ce que mon courtier ferait? Parce que mon courtier, lui, tous les jours, il surveille ça. Donc, il peut sortir, il peut racheter. Donc, est-ce que vous réussissez généralement, les courtiers, à battre ces espèces de fonds-là un peu classiques et standards? Ça, c'est la question, dans le fond, parce que peu importe comment que ça coûte, Jean-François, ce qu'on veut, c'est avoir un résultat net qui est positif, qui est important.
Donc, mais si on prend un indice, l'indice ne battra jamais l'indice. Elle est l'indice moins le petit frais du FNB. Donc, un FNB, c'est condamné à ne jamais battre un indice. Par contre, quand on prend les fonds communs de placement, qu'eux sont gérés de façon active, il y a un gestionnaire de portefeuille qui fait des mouvements dans le portefeuille, qui prend des décisions, c'est de la gestion active. Eux, leur job, c'est de battre les indices. Fait que ça coûte plus cher, mais ils veulent battre les indices. Mais là, après ça, c'est quand on regarde les statistiques, il y a à peu près 20% des fonds équilibrés qui vont battre les indices. Ça veut dire qu'il y en a 80% qui ne battent pas. Fait que les 80% qui ne battent pas, je suis mieux d'acheter des fonds négociés en bourse. T'sais, tant qu'à ne pas battre l'indice, je vais acheter un fonds négocié en bourse. Donc, l'idée, c'est que vous devez avoir un conseiller qui analyse bien les fonds pour trouver le 20% des fonds qui réussissent à battre les indices. Si vous avez ce conseiller-là, ben, ça va être plus performant qu'un fonds négocié en bourse, même si ça peut coûter 2% de plus de frais de gestion par année. Ben d'ailleurs, tu m'as envoyé des statistiques là, sur 15 ans, les ménages qui ont eu un conseiller versus des ménages qui géraient ça eux-mêmes. Il y a une grande différence, là. Oui, puis c'est Cyrano qui a sorti ils le sortent à tous les ans ou à tous les 2 ans. C'est le centre interuniversitaire, donc c'est des études universitaires qui montrent. On fait des recherches, on regarde des familles qui ont un conseiller et des familles qui n'ont pas de conseiller financier, puis on évalue la valeur des actifs en moyenne. Et les gens qui ont un conseiller financier, ben, normalement, ont 290% de plus d'actifs que les gens qui n'ont pas de conseiller. Puis là, c'est parle beaucoup, pas de la là. qualité des... C'est assez important, mais c'est pas nécessairement juste la qualité des produits qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans le volet des services financiers. On va se donner, par exemple, la semaine dernière, le marché financier, en début de semaine, n'a pas été très, très performant. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont auto-gérer leur truc, que leur premier réflexe, c'est de quitter. Puis j'en ai vu dans les dernières semaines, il y a des gens qui voulaient absolument vendre. On discute avec ces gens-là. Le marché, c'est sur une période c'est du long terme. Pour avoir du rendement de 7%, il faut être capable de prendre des moins 10% aussi sur du long terme. Mais cette personne-là qui n'a pas accès à ce conseil-là pour justement montrer les historiques, qui est sorti du marché, là, on regarde les marchés depuis la semaine dernière et cette baisse-là, elle n'est même plus là, en fait. Donc, si j'ai quitté au creux de la baisse en me disant c'est parti pour descendre, ben, j'ai manqué le V. Puis le V n'a pas duré 1 an, il a duré quelques jours. Donc là, ça a coûté cher à un portefeuille d'investissement de ne pas avoir été présent dans les derniers jours sur le marché boursier. Non, toute cette émotion-là est très difficile à gérer. Puis moi j'ai écrit à mon courtier. J'ai fait, hey, là, parce qu'en plus, j'entends les nouvelles ici à Cube. Là, tu fais, hey, ça brasse un peu partout. Tout le monde dit que ça va descendre. Ça a descendu. On a fait des profits depuis le début de l'année parce que la bourse allait bien. Est-ce qu'on sort? Et là, il a fait, on se calme. Timer le marché, c'est impossible. Mais si je gérais tout ça tout seul, probablement que j'en aurais sorti une partie, ça c'est sûr et certain, parce que la panique nous prend et ça n'aurait pas été de bons conseils, là, disons ça comme ça. Et il y a tout le suivi aussi, parce que moi, là, la petite partie que je gère, là, juste parce que je veux continuer de regarder ça puis de m'y intéresser, des fois, tu es en vacances, là. Puis il serait temps de sortir du stock ou d'acheter du stock ou quelque chose comme ça. Mais là, je ne vais pas là-dessus tous les jours, là, mais le suivi est important, là. Suivre ça, c'est très, très, très important. Donc, suivre les marchés. Suivre aussi la fiscalité, hein, aussi, Jean-François. On dit, moi, je connais les marchés financiers, correct. Est-ce qu'on connaît la fiscalité? Parce que dans les dernières années, avec la hausse des taux d'intérêt, ça fait en sorte que, par exemple, les certificats de placement garantis étaient plus intéressants. Quelqu'un qui investit dans des certificats de placement garantis dans son REER, dans son CELI, la fiscalité n'est pas très importante. Lorsque j'investis ça hors ces régimes-là, le certificat de placement garanti donne des revenus d'intérêt. Fiscalement, c'est le pire revenu que je veux avoir, des revenus d'intérêt. J'aimerais probablement mieux générer du gain en capital ou des revenus de dividendes dans mes comptes de placement qui sont hors REER, hors CELI. Et ça, ces points de fiscalité-là, c'est du rendement déguisé dans le fond. Exact. Donc, ça va au-delà de bien avoir des bons portefeuilles d'investissement. Ça va aussi sur comment structurer mon plan, comment décaisser ces actifs-là, comment optimiser ma fiscalité. C'est ça l'enjeu complet du conseiller, du planificateur financier, c'est que parfois les individus n'ont pas nécessairement toutes ces skills-là pour arriver à gérer leur truc. Oui, puis ce qu'on réalise pas toujours, parce que, tu sais, comme tu dis, il y a des affaires qui sont plus imposables, moins imposables, tout dépendamment de notre situation. On a-tu une compagnie, pas de compagnie? Bref, il y a plusieurs virgules et des petits caractères qu'on connaît pas, mais de perdre 1% par année, là, les gens vont dire 1%, c'est pas bien grave, là, j'ai perdu 1%, mais 1% par année sur toute une vie, c'est beaucoup, beaucoup de sous en bout de ligne. C'est immense. Sur un an, c'est ça, comme
sur un an, on le voit pas. Tu sais, OK, ben, c'est X dollars de moins. Ben, mettons, tu as 100 000 sur un an, c'est 1000. Bon, Ah, 1000. ouais. 1000. Bon, pas la fin du monde, tu sais. Mais après ça, c'est 1000, le 1000 est ajouté, etc., etc. Mais à l'inverse, les gens qui gèrent eux-mêmes vont dire ouais, moi, je sauve 2%. Ils vont dire la même chose au niveau du 2%, tu comprends? Mais ce qu'il faut retrouver, puis les gens qui veulent. Tu sais, quelqu'un qui connaît très, très bien le système financier, c'est sûr qu'il est mieux de gérer ses trucs, ça va coûter moins cher. Mais ces gens-là sont très peu nombreux au Québec. Parfois, des gens qui se disent être un expert en finance, ce qui est correct, mais parfois vont quand même faire des erreurs. Puis même parfois, il y a des trucs en ligne que j'aurais pas accès. Je vais donner un exemple. J'ai investi dans les régimes enregistrés d'épargne études de mes enfants. Il y a des plateformes en ligne que lorsque je vais mettre l'argent là-dedans, je vais simplement avoir la subvention du gouvernement fédéral parce qu'ils ne l'ont pas enregistré avec le gouvernement du Québec. Donc là, je manque un 10% de subvention. Mais les gens, ils ne savent pas, ils investissent là-dedans, ils reçoivent leur rendement, mais ça va au-delà de ça. Là, je viens de perdre un 10% parce que je ne connaissais pas la structure de cette plateforme-là de courtage. OK. Bon, donc, pour les gens qui voudraient continuer à faire appel, ceux qui veulent le gérer par vous-même, ben, vous êtes avertis, vous savez un peu à quoi faire attention, donc informez-vous comme il faut, soyez pas trop émotifs, renseignez-vous. Les gens qui veulent avoir un conseiller, est peut-être là aussi la clé. Il faut se sentir en confiance, il faut sentir que notre conseiller est à son affaire, qu'il a des chances de battre le marché. Donc, comment on sait si on a un bon conseiller entre les mains? C'est un bon point parce que finalement, si les gens s'amènent vers gérer eux-mêmes leurs trucs, c'est peut-être parce qu'ils doutent des compétences de leurs conseillers aussi. Tu sais, si eux se trouvent aussi qualifiés que leurs conseillers, bon ben c'est peut-être normal qu'ils ne veulent pas payer ces frais-là. Donc, vous pouvez évaluer votre conseiller, puis l'évaluer, c'est en lui posant des questions, en voyant un peu son éthique de travail également. C'est juste de le challenger. Comment tu fais la sélection de tes fonds? Est-ce que tu as des outils qui te permettent tu sais, il y a plus de 5000 fonds au Canada, même plus que ça. Donc, comment tu fais pour dire que ce fonds-là est meilleur que l'autre? Puis si la réponse elle est très vague, ben dites-vous que peut-être qu'ils vont choisir des fonds comme ça au hasard en se disant c'est intéressant, si ce fonds-là il a bien performé dans le passé, mais est-ce qu'il a battu ses indices de référence? C'est quoi les titres professionnels que votre conseiller a aussi? Est-ce que c'est un planificateur financier? Est-ce qu'il fait des plans de retraite? C'est quoi son niveau de connaissance au niveau de la fiscalité de la retraite? Et là, avec les réponses que vous avez, ben, vous pouvez évaluer si votre conseiller... Parce que vous soyez conseiller A ou B, souvent, le frais moyen que vous allez payer va rester le même. Ce que vous voulez faire, c'est aller en chercher le plus pour ce que vous payez. Oui, puis il n'y a rien qui empêche de changer en cours de route. On peut en parler avec des amis. Des fois, rien de mieux qu'une référence, là, de dire, moi, je suis avec lui depuis longtemps, puis il me sert bien. Je vais terminer avec une dernière question. Est-ce que c'est une bonne idée, moi j'ai l'impression que non, là, mais peut-être tu me corrigeras, d'avoir des placements dans 8 places différentes? Donc, j'ai un petit 5 000 avec mon conseiller, je n'ai un peu à Sun Life, je n'ai un peu avec la BMO, je n'ai avec Desjardins. Fait que là, ça finit qu'à un moment donné, tu es éparpillé un peu partout, puis là, ton conseiller, ben, il peut pas avoir un portrait global de ta situation financière puis de comment c'est investi à gauche puis à droite. Ben, moi, pour vous dire ça, je trouve ça très difficile comme planificateur financier de ça, parce que justement, on n'a pas accès à tout le portrait. Parfois, il y a de l'efficience fiscale qu'on aurait pu créer dans le portefeuille que là, on ne pourra pas faire parce qu'on ne détient pas l'entièreté du portefeuille. Pour la personne aussi, dites-vous que un conseiller, surtout les conseillers qui sont autonomes, ça marche via un volume. Plus il y a d'actifs gestion, moins il va vous charger cher parce que la job reste la même, mais il fait plus d'argent. Il va baisser ses frais de gestion moyens. Donc, quand je regroupe à une place, évidemment, c'est plus avantageux pour une personne. Donc, éparpillé, parfois, on se retrouve à avoir pas de service de tout le monde parce qu'on n'a pas des assez gros montants partout. Puis quand on regarde les portefeuilles, des fois, ils disent, moi, c'est ma diversification. Je regarde de toutes les banques que tu as, le portefeuille est pareil partout. Fait que finalement, c'est pas une diversification. T'as pris le équilibré partout. Ça revient au même. Donc, fait que c'est pas recommandé. Parfois, des gens qui ont des grosses fortunes, je peux comprendre qu'on vouloir séparer ça à 2 ou 3 conseillers. Mais pour un actif moyen, je vous conseille d'aller vers une seule personne pour vraiment en avoir plus pour votre argent. Ben moi, j'aurais confiance en toi, Jean-Sébastien. On peut aller te rencontrer d'ailleurs chez Jutra Gestion de Patrimoine. Donc, c'était Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier. Merci beaucoup pour la chronique. Merci, Jean-François.